Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review de Bayonetta 1 et 2. Alors je précise une petite chose avant de commencer. Comme on est sur un format ici précisément sans vidéo, que audio, alors je sais pas, vous pouvez enlever l'image si ça vous dérange vraiment, en faisant autre chose par exemple. Quand on sera dans ce genre de cas, à chaque fois, maintenant, à partir de maintenant, je ferai plus que des vidéos de 45 minutes maximum. Et là, comme il y a deux jeux, ça fera 45 divisé par 2. Pourquoi ? Pour éviter que ça soit trop lassant, vous voyez, d'avoir que de l'audio. On sait que d'ailleurs, vous savez que l'humain, à partir de 45 minutes d'écoute, il commence à s'envoler dans son esprit, vous voyez. Il est plus aussi attentif. Donc voilà, 45 minutes, ça me paraît bien. Par contre, voilà, dès qu'il y aura peut-être de la vidéo, je m'autorise à faire un peu plus, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on commence review de Bayonetta 1 et 2. Alors, pour commencer par un petit propos d'introduction, rapide, parce que du coup, on a moins de temps, donc il faut vraiment que je fasse plus serré. Faut savoir que Bayonetta, moi, je ne connaissais pas du tout. Faut savoir que c'est un jeu qui est sorti dans les années 2010, par là. En gros, je l'ai fait en 2017, ça fait 7 ans, je suis passé complètement à côté. Donc voilà, non, mais pour resituer un petit peu le délire. Voilà, donc on va commencer avec les graphismes, et déjà, concernant les graphismes, j'ai pas grand chose à dire comme d'habitude. Moi je considère que ça le fait, globalement ça le fait, j'ai rien à reprocher vraiment en termes de graphisme, ça fait le taf, les cinématiques. Alors, on va peut-être commencer par le 1, Bayonetta 1, on fera le 2 ensuite, et puis si j'ai des parallèles à faire, peut-être que je les ferai de temps à autre. Mais pour le 1, c'est vrai que, évidemment, il est légèrement moins joli que le 2, ça me paraît évident, et en plus le 2 qui est plus optimisé sur Wii U, pour la Wii U, donc on y reviendra ça peut-être un peu, voilà, mais c'est quand même important de le noter. Mais le 1, même le 1 est assez correct pour du 2010, moi ça m'a pas choqué outre mesure, ça passe, etc. On remarquera aussi de très belles cinématiques, bien mises en scène. Alors qu'est-ce que Bayonetta, globalement pour présenter le truc, c'est une sorte de beat'em all très exigeant, faut quand même le dire. Et par exigence, j'entends aussi que c'est pas le beat'em all, si vous voulez, bateau. Vous voyez, c'est pas un truc genre vite fait, quoi, voilà, beat'em all, mais qui a peu d'intérêt. Non, on verra, par tout ce qu'on va dire plus tard, que il y a quand même un truc un peu recherché. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs beat'em all d'ailleurs. Voilà. Et donc voilà, pour revenir au graphisme, en gros, j'ai pas grand chose à dire. On sent bien visuellement les impacts des coups. C'est assez bien fait. Moi, franchement, graphiquement, ça me va parfaitement. Ça colle à l'exercice, vraiment. On va passer à la jouabilité. Alors évidemment, jouabilité, dans un beat'em all, c'est le cœur du jeu. C'est le cœur du jeu, donc on va s'y arrêter quand même pas mal. Alors, jouabilité qui, en gros, déjà, faut comprendre qu'il y a un système dans ce jeu, qui est le système du Witch Time. En français, c'est d'ailleurs quoi ? C'est l'enchantement, c'est ça ? C'est quoi ? Comment ça s'appelle le... Oh bah merde. Alors je connais le... Non mais vous voyez quand même, c'est assez fort. Je connais le terme anglais, mais j'ai un doute léger là sur le terme français. C'est enchantement, je crois, un truc comme ça. L'envoûtement, voilà, j'ai retrouvé le truc. L'envoûtement. J'ai failli pas m'en rappeler quand même. Donc voilà, l'envoûtement. Et alors l'envoûtement, c'est quand même assez kiffant. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un jeu où ça va assez vite, les mecs vous attaquent de tous les côtés, et cet envoûtement, ça vous permet de ralentir le temps. Donc c'est quand même des phases assez kiffantes, qui sont malheureusement assez courtes. En même temps, voilà, ils n'allaient pas vous faire du stop time tout le temps, quoi, évidemment. Alors comment ça se passe ? Le mec vous attaque, et si vous esquivez au dernier moment, donc assez proche, faut pas être trop loin non plus, vous voyez, donc c'est quand même... il y a une nécessité quand même de certains éléments clés, voilà, faut être assez proche, faut esquiver au dernier moment, et là, normalement, si vous avez bien fait le truc, ça fait une esquive qui vous donne un petit laps de temps où le temps est très très fortement ralenti, quasiment stoppé, on peut le dire. Donc voilà, ça c'est très agréable, c'est le truc de base, c'est le truc de base.
Si vous ne maîtrisez pas ça dans Bayonetta, vous vous faites détruire. Hein, vous vous faites détruire. Alors, j'entends bien qu'il y a des gens qui jouent très très bien, des PGM, etc. Voilà, mais je peux vous dire pour la majeure partie des joueurs que nous sommes, voilà, il faut quand même savoir que si vous ne maîtrisez pas ce truc, vous allez en chier. Hein, parce que c'est la base du truc. Même, parfois même, il vaut mieux jouer défensif et esquiver pour ensuite attaquer et contre-attaquer, plutôt que d'essayer d'attaquer, parce que c'est chaud quand même. Hein, voilà. Donc niveau jouabilité, moi je trouve que c'est extrêmement agréable. Il y a plein de combos à faire, donc des combos évidemment aériens, au sol. Il y a des combos courts, donc par exemple le PKP, hein, pour ceux qui connaissent, le punch, kick, punch, qui est évidemment le truc le plus connu, parce que c'est le truc le plus court, pour atteindre ce qu'on appelle le... Alors, ici j'ai le terme anglais, donc je ne peux pas dire le terme anglais là vraiment, mais en gros c'est une sorte de frappe qui est un peu plus forte, voilà, et qui utilise vos invocations pour attaquer, donc c'est pas votre point mais un point plus gros, vous voyez, bam, vous mettez un gros coup de poing, et ça vous pouvez pas le faire à tous les coups, vous voyez, c'est-à-dire que vous devez faire quelques petits coups pour arriver à ce gros coup, vous voyez, c'est un peu ça, donc vous faites par exemple... punch, 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 kick, kick. Voilà, et le dernier kick, ça sera peut-être un gros coup comme ça, hein, voyez. Et la manière la plus rapide pour avoir, si vous voulez, ce fameux gros coup, c'est le punch, kick, punch. Hein, c'est un très classique hein, dans Bayonetta. Tous ceux qui ont joué au jeu doivent le connaître. Hein, c'est vraiment la base du truc. Hein. Donc, non, mais je suis obligé d'en parler parce que ça, c'est vachement important. Ça a une place très importante, évidemment, dans un beat'em all. Hein. Donc, voilà. Donc franchement la jouabilité, il y a plein de combos. En plus vous pouvez acheter des techniques hein, via le système de jeu dont on parlera un petit peu après. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez vous projeter vers l'ennemi, vers une sorte de piqué de l'Umbra, je crois que c'est ça d'ailleurs. C'est vraiment impressionnant. Donc pour vous rapprocher, vous pouvez aller dans les airs, vous pouvez reprendre des ennemis dans les airs, hein, donc c'est vraiment impressionnant. Alors évidemment, comme c'est... j'ai fait quelques beat'em all, mais un beat'em all comme ça, aussi bien fait, j'en ai rarement fait. Hein. Donc, j'avais pas fait Devil May Cry, par exemple. Mais voilà, je trouve que c'est quand même... C'est bien pondu. Hein, c'est assez... D'ailleurs, on est parcouru, je dois le dire quand même, mais pendant une très très bonne partie du jeu, on est parcouru quand même par l'idée que on maîtrise pas assez le jeu. Vous voyez, vous sentez plein d'options, de façons que vous pourriez... d'enchaîner les ennemis et on fait tout le temps 90% du jeu un punch kick punch, vous voyez, c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire que on a l'impression, alors après il faudrait fouiller, s'entraîner encore et encore, mais ça demande peut-être voilà, des mois et des mois d'entraînement pour vraiment prendre un niveau de malade. Hein. Donc niveau jouabilité c'est assez exceptionnel. Hein. Alors cela dit, je mets un petit bémol. Hein. Alors là on va faire un premier parallèle. Hein. Parce que là, on peut dire que je parlais du 1, mais je parlais aussi du 2, hein, quelque part. Et je dois faire le parallèle entre le 1 et le 2. Dans le 1, il y a certains problèmes de caméra qui parfois ont pu m'agacer. Parce que quand même, dans un jeu où ça défouraille tout le temps, et attention, hein, vous pouvez avoir des ennemis qui attaquent, ils vous attendent pas. Hein. Alors des fois, vous avez des indices visuels ou sonores qui vous disent que vous allez être attaqué. Des fois, vous voyez l'attaque arriver sur le fond de l'écran, donc quand même, en gros, sur le bas de l'écran, si je pourrais dire, hein, voilà, vous le voyez de derrière vous, qui arrive derrière vous, quoi, en gros, hein, derrière vous, derrière la caméra du jeu. Hein. Mais des fois pas. Des fois, vous allez vous prendre les coups, et ça arrive dans le 1, ça arrive quand même pas mal de fois, surtout que dans le 1, en plus, on a des ennemis, on a beaucoup d'ennemis, les fameux Gracious and Glorious, hein. Ces ennemis-là, ils sont tellement virulents que si vous les voyez pas de toute façon, des fois vous n'arrivez pas à lire la situation et vous allez vous prendre les coups. Ça arrive aussi dans le 2, mais beaucoup moins, mais surtout dans le 1. Et ça c'est vraiment problématique dans un jeu comme ça. Dans un jeu en plus où il y a du ranking. Hein, voilà. Donc on va y venir. Mais le ranking, bronze, argent, or, platine, platine pure. Hein. Alors à la limite je vous dirais, bon pour le bronze, argent, or, OSEF. Mais dès que vous commencez à platiner, voire plus, platine pure le jeu,
Là, je pense qu'il y a des gens qui doivent rager concernant la caméra. Ou alors c'est des PGM qui utilisent des techniques avancées, voilà. Mais on va parler des gens qui sont des joueurs moyens plus, un peu comme moi par exemple. Parce que j'ai quand même platiné le jeu, je vous le dis. Alors, pas platine pure c'est un truc de malade. Franchement, platine pure c'est un truc de malade. Il faut faire platine pure sur tous les versets. C'est quand même abusé. Voilà. D'ailleurs, même le jeu lui-même le reconnaît, puisqu'il vous met les choses à débloquer vont jusqu'à platine. Platine pure, c'est vraiment un gros bonus. Voilà. Cela dit, je vous avoue que avec un peu d'insistance, sur certains chapitres, je pense être en capacité de faire du platine pure pour tous. Sur certains. Par contre, il y a des éléments, notamment quand il y a des boss humains, pas les boss, voyez, les anges, parce qu'il y a plusieurs catégories. Mais en gros, globalement, tout le jeu, vous affrontez les anges, sur le 1 notamment, et parfois vous allez affronter donc soit Jeanne, soit des ennemis un peu plus humains. Ceux-là, putain, ils sont... Pour pas se faire toucher ou pour pas faire une erreur dans le combo, faut quand même y aller. Faut quand même y aller. Donc je dirais que sur certains chapitres, je peux peut-être faire du platine pur. Mais j'ai pas essayé. J'ai pas essayé parce que c'est vraiment trop exigeant. Puis vous voyez, avec les problèmes de caméra et tout, je me suis dit, il y a des petits trucs qui font que aller chercher ça, c'est plus de l'énervement en perspective qu'autre chose. Voilà. Mais par contre, je reconnais que aller chercher le platine est très intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui fait le sel du jeu. C'est-à-dire, si vous faites le jeu en mode un peu à la Zub, comme on dit, machin, laissez tomber. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, justement, c'est de platiner tous les trucs pour avoir un sentiment d'accomplissement. Et j'ai envie de vous dire, pour platiner le jeu, heureusement qu'on peut reprendre à chaque verset. Non, mais il faut le dire. Parce que si on devait faire le truc de A jusqu'à Z, mais ma parole, j'aurais jamais platiné tout le jeu facilement. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement dur. C'est un jeu, globalement, on pourrait parler de la difficulté avant terme, mais c'est un jeu qui est extrêmement dur, donc voilà. Mais bon, reprenons un petit peu la jouabilité. En gros, moi, franchement, je la trouve au top. Malgré ces petits problèmes de caméra, c'est au top du top. Et encore, je vous dis, dans le 2, ça s'est calmé un petit peu, donc voilà. Ensuite, le système de jeu. Donc, système de jeu, je vous ai raconté. Vous avez des ranks. Moi, je vous recommande d'aller chercher la platine, c'est mieux. Et en gros, vous avez aussi, chose qui est importante de préciser, 2 objets que vous pouvez équiper. Donc c'est des objets qui passent un peu partout, parce qu'il y a certains éléments, notamment il y a des sucettes qui vous permettent de booster votre force, votre armure, vous êtes invincible du coup momentanément. Vous avez une sucette qui vous... comment dirais-je, qui augmente votre magie, etc. Vous voyez, vous avez plusieurs sucettes. Dès que vous prenez une sucette, ça vous nique votre score, je vous le dis. Alors, ce qui est toléré, c'est 30%, ou en dessous de 50%, si vous préférez, de sucettes. C'est-à-dire que si vous avez 30% en termes de... Personne ne va comprendre ce que je vais dire, les 30%, mais c'est pas grave, je vais y repréciser après. Si vous avez 30% de sucettes, ça passe, ça ne compte pas, parce que c'est en dessous de 50%. Dès que vous avez l'équivalent d'une tête de mort à plus de 50%, vous allez perdre un point de rank sur la finalité du chapitre. En gros, comment ça se passe? Vous avez, par exemple, 5 versets, où chaque verset, vous pouvez avoir un rank de bronze à platine pure, et après, le truc fait la moyenne. Cette moyenne donne le rank final du chapitre. Donc c'est là où vous devez viser, généralement, moi, je visais en tout cas platine. Et le problème, c'est que si vous avez une tête de mort, donc raison de la tête de mort, plus de 50% de sucette, ou être mort, pour le coup, ça vous donne directement une tête de mort. Cette tête de mort baisse de 1 point le rank que vous avez eu. Donc ça veut dire que si, par exemple, vous avez platine, vous n'aurez que or, directement, et directement sur la fin du chapitre. C'est pas moyenné ou je ne sais quoi, non. Donc c'est c'est meurtrier, là, vraiment. Donc voilà. Donc évidemment, quand vous faites du platine pur, et que vous visez le platine pur, à partir du moment où vous avez tous les platines purs, mais que vous êtes mort une fois, ça n'a plus aucun sens, puisque du coup, vous allez avoir platine. Donc c'est quand même très con, évidemment. Voilà, donc ça, c'est quand même un des éléments du jeu très important. Alors pourquoi vous avez un pourcentage de tête de mort? Parce que, en fait, chaque sucette vaut un pourcentage de tête de mort qui s'additionne à chaque sucette. Voilà. Donc vous pouvez aller jusqu'à 40%.
Après, je crois qu'il n'y a même pas 45, donc après vous serez à 50. Et ça peut être par exemple 2 sucettes vertes à 20%. Ça peut être une sucette à 30%, une petite sucette par exemple d'invulnérabilité, ou une petite sucette de prise de pouvoir, hein, de force. Vous ferez plus de dégâts. Mais si vous en prenez deux, ou vous prenez leur version méga, hein, méga sucette jaune ou rouge, là vous serez au-dessus de 50. Hein, et donc du coup ça vaudra tête de mort. Hein, donc du coup ça baisse votre rank. Voilà. Donc c'est intéressant. Hein. On peut... Parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas utiliser d'objets dans Bayonetta 1 notamment. C'est pas le cas. On peut le faire, mais voilà, il faut vraiment se limiter à une sucette, et en plus elle dure pas longtemps. Hein. La petite sucette, c'est vraiment... faut vraiment, à un moment donné, par exemple, si ça peut vous aider un petit peu contre le combat contre Jeanne, hein, qui est un peu le combat assez long et difficile. Voilà. Mais ça sera très momentané, et voilà, hein, ça sera vraiment pas... Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le 1, j'ai oublié de préciser, mais ça c'est pour le 1. Dans le 2, ils sont arrivés sur Wii U, ils ont baissé un petit peu la difficulté du jeu, hein, faut quand même le dire, et notamment, vous pouvez prendre toutes les sucettes que vous voulez, donc c'est un peu cheaté quand même, hein, objectivement parlant. Ça sera que des points sur votre ranking de points, mais le rank en termes de la statue, hein, donc platine pure, platine, etc., ça ne sera pas baissé. Donc autant vous dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai un platine pur sur Bayonetta 2, ok, mais dans quelles conditions tu l'as eu? Vous voyez, parce que du coup ça baisse un peu. Alors ça a pu niquer son score final, mais le score on s'en fout, ce qui compte c'est la statue. Voilà. Donc j'imagine que platine pure sur le 2 est plus facile quand même, hein, évidemment. J'ai pas essayé, hein, parce que voilà. Voilà, donc vous avez ces sucettes là qui sont des objets de boost, généralement... on va dire provisoire, et vous avez les deux objets dont je voulais parler au début. Alors les deux objets, eux, ça bypass absolument tout. C'est-à-dire que dans toutes conditions, que ce soit sous les Alfheim ou les Mulpeim, je ne me rappelle plus le terme dans Bayonetta 2, c'est-à-dire des zones où vous avez en gros des challenges. En gros, c'est au cours du chapitre, voilà, vous faites le jeu normal, il y a des zones avec des versets qui sont un petit peu des situations, hein, voilà, vous arrivez dans une ville, bam, sur la place principale, vous allez avoir des anges qui déboulent, c'est un verset. Mais par ailleurs, vous aurez parfois des sortes de petites zones qui vous conduisent vers un autre endroit, mais qui est une sorte d'arène qui est toujours la même. Et ça, en fait, c'est des petits défis, vous voyez. Donc c'est Alfheim dans le 1 et Mulpeim, je ne me rappelle plus, dans le 2. Hein, voilà. Et ça, alors, dans le 1, c'est assez corsé. Dans le 2, c'est un petit peu moins corsé. Bien que le tout dernier, j'ai quand même bien recommencé. C'est des défis, hein, tout simplement. Et ça compte aussi, hein, c'est un verset aussi qui est compté comme ça dans le chapitre. Mais voilà, ça fait partie du truc. Et d'ailleurs, attention, hein, si vous ne le faites pas, si vous l'avez pas vu, parce que aussi ça on n'en a pas parlé, mais ils mettent des vis dans tous les sens, parce que des fois il faut retourner 4 km avant, vous voyez, au début de la map, pour trouver le truc qui vient d'apparaître, notamment le portail de Alfheim souvent. Et ça c'est abusé. Franchement ça c'est abusé, parce que, enfin moi ça me dérange pas une fois que vous le savez. Vous savez que vous devez revisiter tout à chaque fois, parce que quand vous venez de terminer un verset en avant, peut-être que à l'autre bout de la map, il peut y avoir un truc qui s'est débloqué. Vous voyez, ça, j'ai trouvé que c'était limite, parce que du coup, ça fait vraiment... une fois que vous le savez, à la limite, je me dis, bon, c'est pas très grave, mais il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune chance pour que quand vous faites le jeu en ligne droite, vous puissiez voir tous les secrets. Hein. Il faut aller contre-intuitif, vous voyez, et toujours revenir explorer, etc. Alors ça peut paraître bête, vous pouvez me dire, ouais mais c'est logique, Balthazar, tu visites. Non. Parce qu'en fait, le level design est en ligne droite de chez malade. Vous voyez, c'est vraiment... d'ailleurs, des fois, il y a des zones où vous pouvez pas y revenir. Vous voyez, donc vous sautez une autre zone, etc. Et vous pouvez plus revenir en arrière. Donc après, c'est niqué pour aller rechercher le portail de Alfheim, qui est apparu dans un endroit un peu... Vous voyez, voilà. C'est vraiment totalement contre-intuitif. J'ai pas dit que c'était mal fait. J'ai dit que c'est un peu abusé, et que, du coup, faut vraiment chercher, faut avoir la volonté. Si vous êtes intéressé, par exemple, par l'histoire, et que vous voulez savoir la suite, c'est mort, vous voyez, parce que vous allez avoir tendance à aller vers l'avant, et continuer. Hein. Et attention, je précise bien, c'est pas un truc genre, caché un petit peu, juste à côté, il fallait juste tourner l'œil pour... Non, c'est des trucs bien cachés, hein, et des trucs qui apparaissent vraiment... sérieusement en arrière de votre progression. Hein. Donc, pour ça que
c'est un petit peu space quand même, hein, comme façon de faire. Mais enfin bon, ça m'a pas dérangé outre mesure, c'est pas un défaut du jeu non plus. Hein. Et, euh, et donc ouais, vous avez ces deux équipements qui sont capitaux. Hein. C'est vraiment des trucs capitaux. Alors ça va, c'est très varié, donc c'est dur. Ça va du bracelet du temps qui peut vous permettre de ralentir le temps à votre guise, mais qui remplace le Witch Time hein, quand vous esquivez. Alors c'est bien et pas bien ce bracelet parce que par exemple, c'est vous qui contrôlez cet effet-là, mais du coup, moi, bizarrement, j'ai tendance à oublier d'esquiver, du coup. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ça peut être bien ou pas bien. Vous avez aussi, par exemple, le l'item qui vous permet de faire, au lieu que vous fassiez un Witch Time, donc un ralentissement, ça vous fait une bulle explosive qui fait des dégâts. Ça peut être sympa aussi. Notamment dans le 1, où vous avez pas mal d'ennemis qui ne déclenchent pas qui sont pas sensibles au Witch Time. Et du coup, ça peut être remplacé par ça, vous voyez, par exemple. Vous avez alors les fameux papillons de Pulet. Hein. Pour avoir ma platine, notamment sur tout le jeu, je m'en suis beaucoup servi, notamment dans le 1. Dans le 2, c'est plus simple, j'ai remarqué, donc du coup, j'en ai moins eu besoin, j'avais moins tendance à le déclencher. Mais dans le 1, ça m'a sauvé la vie pas mal de fois. En gros, vous avez une barre de magie, et vous faites péter des papillons, et ça, progressivement, ça grignote un peu de votre magie. Hein. Donc c'est un peu overtime. Pendant ce temps-là, vous avez les papillons qui sont là. Vous vous prenez un coup, c'est un peu comme dans The Witcher. Le coup ne passe pas. C'est excellent. C'est excellent. Ça, franchement, ça m'a sauvé la vie. Dans le 1 notamment, ça m'a sauvé la vie tellement de fois. Donc c'est vraiment... C'est un de mes préférés. Hein, vraiment. Donc il y a ça. Quand il n'y a pas le Witch Time, le truc qui fait les explosions, là, c'est excellent. Hein, vraiment. Parce que du coup, vous ne l'avez pas. Donc il n'y a pas... Comme en fait, c'est censé remplacer le Witch Time... Bah là, il est déjà remplacé, donc du coup, vous perdez rien, vous gagnez plutôt l'explosion, en fait. Hein, donc c'est vraiment avantageux. Le bracelet du temps, dans le 1, il est vraiment pourrave, parce que ça défile, la barre de magie, elle se réduit à une vitesse. Moi, j'ai l'impression, comme je joue pas, donc je joue bien, mais je joue pas non plus comme les PGM, et j'ai l'impression qu'elle descend à une vitesse de malade. Dans le 2, ils ont complètement, alors là, pour le coup, pas nerfé l'objet, mais vraiment beaucoup amélioré l'objet. Vous appuyez, et ça n'enlève qu'une quantité très réduite, genre une ou deux barres, un ou deux points, vous voyez, donc ça n'a rien à voir hein, à côté, hein, vraiment. Donc voilà, en gros voilà, c'est ça, c'est des objets en vraiment qui bypassent tout, même dans les zones de Alfheim, hein, c'est ce que je voulais dire à la base. Donc très bon système de jeu là encore, hein, moi j'ai rien à redire, ça le fait, c'est très... D'ailleurs, franchement, il y a une petite pointe... Déjà, il y a des notes de jazzy hein, dans ce jeu. Il y a un côté arcade. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il y a un côté arcade avec les versets, avec l'ambiance du jeu, avec cette façon de mettre les objets, les sonorités que vous entendez pour placer tous vos éléments. Quand vous commencez le jeu avec l'apparition vous voyez, comment on appelle ça, l'écran d'entrée, quoi. Vous voyez, hein, tout fait arcade, hein, tous les bruitages font arcade. C'est intéressant. Pourtant, attention, hein, il y a vraiment une vraie histoire. On va y revenir plus tard sur le scénario, etc. C'est intéressant hein, quand même. Hein, donc voilà. Donc on peut passer. Donc j'ai parlé de l'équipement, donc j'y reviens pas. Il y a d'autres éléments, mais ça je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas le jeu ou vous le connaissez déjà. Donc je ne vais pas vous imposer ça. Justement, parlons de l'ambiance et de la musique. Alors, pour moi, les musiques sont incroyables. C'est-à-dire qu'un des trucs qui fait que Bayonetta, pour moi, ça fonctionne, c'est que pendant le combat, vous avez des musiques de psychopathes, donc très très calées sur justement cet effet que vous battez, que c'est la fureur, vous voyez, c'est un petit peu la fureur du combat. La musique est vraiment un peu dans un côté kitsch, et très, très adaptée parfaitement. Je ne saurais pas vous dire la tonalité, mais c'est à la fois kitsch et très énergique. Hein. Et je trouve que c'est parfait. Ça colle parfaitement au jeu, vraiment. Là, pour le coup, putain, ce jeu, il a une personnalité, vraiment. C'est ça qui m'a séduit dans le jeu. Donc je peux vous dire déjà que j'ai aimé, hein, on peut déjà spoiler un petit peu sur ça, j'ai beaucoup aimé ces jeux-là, pour ça. J'ai trouvé qu'ils avaient une personnalité, ces jeux. Au-delà de ce qu'on peut dire... Parce que j'ai vois beaucoup sur le net de gens qui n'ont pas compris que c'est du fun, c'est du pur, comment dirais-je,
c'est du pur gag, vous voyez, c'est de la pure stéréotype. Hein. C'est de la pure stéréotype, hein, de là. Hein, j'ai dit la stéréotype, c'est pas mal. Mais, vous voyez, vous comprenez, c'est vraiment... C'est le truc, vous sentez que ça se prend pas au sérieux. Vous voyez, c'est évidemment grandiloquent à la japonaise. Et c'est des combats de malades dantesques. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ça se prend pas au sérieux. C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas que, même si elle se dandine, mais tout ça, c'est un archétype. Vous voyez, c'est fait exprès, évidemment. Ça se veut être surfait, évidemment. Le larbin qui est un gros mongol, le démon qui vous vend les armes, etc. C'est badass et tout, évidemment. Qui est d'ailleurs très stylé lui aussi, hein, d'ailleurs, hein, effectivement. Jeanne qui s'avère être pareil, dans le même genre que Bayonetta, etc. Donc, non, mais c'est intéressant, il y a des personnages intéressants, très gimmick, hein, très archétypiques, mais moi j'aime bien, j'ai compris ce qu'ils ont voulu nous raconter avec cette histoire. Hein. Faut pas se prendre la tête avec est-ce que ça s'oppose à la vision de la femme. Mais non, mais allez pas si loin les gens. C'est un gros délire, c'est un gros truc bien avec des gros guns. Voilà, je tire. Voilà, faut comprendre, c'est un délire. Hein, voilà, si vous comprenez pas le délire, forcément, vous allez vous emmerder. Moi, j'ai totalement compris ce qu'ils ont voulu nous raconter. Hein, c'est totalement clair. Voilà, c'est grandiloquent. C'est du boom boom, c'est du gun gun. Voilà, on comprend. Hein, voilà. Donc au niveau de l'ambiance, elle est excellente, vraiment. Très très marqué, il y a un charme fou, hein, vraiment. Même, je vais vous dire, j'ai même, avec les deux jeux là, quand vous comprenez bien comment ça se passe, ce qu'ils veulent nous raconter, dans le 1 notamment, avec l'apparition, on peut parler un peu du scénario du coup, hein, c'est un peu la même chose, avec l'apparition de Cereza, hein, donc la petite fille, donc je spoil un petit peu, je suis désolé, mais bon, hein, quand je parle du jeu, j'en parle de manière totale. Hein, donc, si attention, partez, hein, si vous voulez pas être spoilé, je vous laisse quelques instants, voilà. Bon, voilà. Donc, Cereza, évidemment, la petite fille, qui est finalement la symbolique. Finalement, c'est pas si con que ça, vous voyez. Ceux qui disent, il n'y a aucun scénario, il n'y a rien. Attendez, regardez bien quand même. C'est pas le scénario du siècle, mais regardez bien quand même, Cereza. En fait, symboliquement, qu'est-ce qui se passe ? Bayonetta, elle doit retrouver qui elle est, bon ça c'est classique dans les jeux vidéo, mais plus que ça. Elle doit retrouver la petite fille qui est en elle. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et donc c'est pour ça que tout le jeu, en fait, Cereza l'appelle Mommy, donc sa mère, etc. Pour, voilà, qu'elle reconnecte avec son passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc, malgré, parce que Bayonetta, c'est un peu la femme fatale, genre, voilà, c'est un petit peu ça, hein, clairement. Donc, elle montrera jamais ses sentiments, voilà, c'est un peu ça. Mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis ça le fait même si le scénario n'est pas fou. Hein, il y a 3 zones ennemies. Voilà, vous allez à Vigrid. Ensuite vous allez dans une autre zone. Et c'est vite la fin du jeu finalement. Hein, avec l'Isla del Sol, etc. Voilà, c'est très vite la fin du jeu. Mais franchement, on prend plaisir à regarder les cinématiques avec la petite Cereza, l'autre gars, Lucas, qui s'envole comme Spider-Man, etc. C'est marrant. Vous voyez, il y a vraiment une ambiance de malade. Moi j'ai trouvé que c'était très bien. Même le scénario. Pour ce qu'on doit en attendre, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé, hein, franchement. Je dois dire, même le scénario. Hein, donc en termes d'ambiance et de scénario. Alors évidemment, c'est vrai que sur le scénario pur, c'est-à-dire l'œil gauche, l'œil droit, bon, c'est un petit peu. C'est pas cet aspect-là du scénario qui m'a le plus plu. Pour moi, le scénario se joue plutôt dans Bayonetta qui visite, vous voyez, des lieux à la recherche d'elle-même. Et c'est plus ça qui est bien fait dans ce jeu plutôt que le boss final et son œil droit et gauche. Bon, ça c'est plutôt surfait, c'est pas désagréable, hein, mais c'est plutôt surfait, voilà, c'est dans la droite lignée de ce qu'on pourrait attendre. Hein, voilà. Donc voilà, pour moi, c'est pas dénué de charme, hein, franchement. Voilà, donc même niveau scénario, moi je mettrais pas une sale note pour un beat'em all. Hein, pour un beat'em all comme ça. Surtout un beat'em all qui ne se prend pas au sérieux. Enfin, vous voyez, qui est déjanté comme ça. Hein. Pour moi, c'est le truc. Hein. Et, enfin, je dis ça, mais quand même, dites-vous que les cinématiques sont très bien faites. Vous ressentez de l'émotion dans certaines scènes. Je dirais pas, attention, je dirais pas non plus que c'est de la merde le scénario, hein, vraiment. Franchement, moi, je dirais quand même que il y a des choses qui passent dans tout ça. Voyez. Hein.
Puis alors, ce qui est assez fort, c'est que même avec Bayonetta 2, du coup, ça refait une connexion du pourquoi, du comment, du boss final du 1, et le scénario prend une forme assez intéressante. Hein. Donc, faut bien faire les deux jeux et bien les faire, bien comprendre tout pour quand même apprécier ce scénario qui n'est pas, encore une fois, un scénario de malade, mais qui est suffisant et qui se suit. Et moi, je me suis pas emmerdé une seule seconde, et j'étais même plutôt pressé de voir la suite. Donc, moi, je vois ça comme un, oui, quelque chose qui se note, et voilà, hein, c'est vite vu. En termes de durée de vie, les enfants, alors en termes de durée de vie, là on est sur quelque chose de très intéressant quand même. Parce que moi, j'ai facilement fait une fois le jeu pour la première fois, hein, donc en mode normal. Alors malheureusement, enfin d'ailleurs c'est plus un conseil que malheureusement, mais je vous conseille quand même moi de commencer le jeu en facile. Voilà. Donc je reprécise sur Bayonetta 1, c'est-à-dire de ne pas commencer avec le mode normal, mais le mode facile. Je vous le recommande, mais c'est même pas que je vous le recommande, je vous l'impose. Parce que là, je pourrais vous le recommander si, non, voilà, mais là c'est vraiment, je vous impose de le faire. Parce que vous allez beaucoup plus progresser de manière normale en commençant par le mode facile que le mode normal. Le mode normal de Bayonetta 1, c'est quasiment le mode difficile, voire très difficile. Le jeu est extrêmement difficile, le premier notamment. Commencez bien, vraiment, par le mode facile. Là, il n'y a pas à tortiller, vraiment. En plus, si vous n'êtes pas habitué comme moi des beat'em all, ou vous ne les avez pas tous faits ou quoi, ou je ne sais quoi, commencez bien par le mode facile. Vraiment, 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 vraiment. Ça, c'est très important. Hein. De toutes mes reviews, je crois que c'est la première fois où c'est pas que de la recommandation. Faites-le. Faites-le en mode facile la première fois. Bayonetta 1. Le 2, bah du coup déjà, enfin c'est problématique parce que si vous avez fait le 1, vous arrivez au 2, vous pouvez vous contenter du mode entre guillemets normal, donc deuxième apothéose de Bayonetta 2. Mais si vous faites directement Bayonetta 2, là aussi, alors, il est un petit peu plus facile hein, quand même le 2. Donc ça peut se mitiger, faut voir. Hein. Donc là je vous laisse le choix, pour le coup là je peux vous recommander le mode première apothéose, donc c'est-à-dire le mode facile. Après vous faites comme vous voulez pour le deuxième. Hein, c'est pas. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous l'avez fait sur Wii U comme moi, normalement vous avez fait d'abord le 1 puis le 2. Vous voyez, c'est logique. Hein, donc bon, voilà. Donc voilà, niveau durée de vie, vous le faites une première fois en mode facile. D'ailleurs, vous débloquez un truc que moi du coup je n'ai jamais débloqué parce que je suis toujours resté en mode normal. Et après j'ai enchaîné avec le mode difficile puis apothéose. Mais en mode facile, vous débloquez un objet en plus. Hein. Et alors ce qui est fou, c'est que il ne vous le donne pas, même si vous terminez le mode normal et plus. Incroyable, j'ai pas compris pourquoi. C'est un peu étrange, mais écoutez, voilà. Donc, du coup moi je l'ai pas eu. Alors c'est pas l'objet le plus important là, du monde. Hein. D'ailleurs, c'est un peu cheaté, ça vous permet d'enchaîner apparemment les coups. J'ai jamais utilisé, hein, c'est le mode marionnette apparemment. Voilà. Qui d'ailleurs, si je me souviens bien, en mode normal et plus, ça divise par 2 votre combo. Hein, parce que c'est vrai que c'est tellement abusé. Voilà. Donc, ouais, niveau durée de vie, bah déjà, vous le faites une première fois en facile, puis en normal. Une fois que vous avez fini le mode normal, vous dites je veux platiner le mode normal, ce qui est assez faisable. Hein. Ensuite, vous faites le mode difficile. Là, moi je vous avoue, j'ai pas osé platiner parce que c'est quand même assez dur. Alors, franchement, le mode difficile de Bayonetta 1, le platiner, je pense que je pourrais y arriver si, vous voyez, par équilibrage. Parce qu'en gros, sur le nombre de versets, vous avez 4 médailles de platine et 3 d'or. En gros, vous allez avoir platine sur le chapitre. Vous voyez ? Et d'ailleurs même je crois que platine, si vous avez 4 platines et 5 or, je crois que ça fait encore platine. Parce que la valeur de platine est assez balèze. Mais il faut pas plus. Après si vous avez 3 platines et peut-être 6 or, là par contre ça sera médaille d'or au final. Enfin bref, ça c'est des digressions, ça vous intéresse peut-être pas. Mais surtout, moi ce que je vous recommande, c'est voilà, déjà d'essayer de le faire le mode difficile, mais sans le platiner. Si vous êtes vraiment bon et à l'aise, plus que moi par exemple, essayez de le platiner. Hein. Et enfin, vous avez le mode apothéose que j'ai fini. Hein, je vous le dis, j'ai fini le mode apothéose dans le 1 et dans le 2. Et là, en gros, on vous enlève le witch time. Et ouais, alors là, c'est plus compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, alors,
il y a plein de gens qui m'ont conseillé, ouais, prends le bracelet du temps et tout. Putain, quand je voyais la dose, encore une fois, je vous avais dit tout à l'heure, la dose de magie que ça me coûtait à chaque fois, je me dis, allez, c'est bon, on arrête tout ça. Je garde mes papillons de poulet. Et alors, j'ai fait tout le jeu en apothéose sans le bracelet du temps. Donc, sans moyen de ralentir le temps. C'est pas impossible. Il y a des moments où je suis mort, c'est vrai, donc j'ai recommencé. Mais c'est pas impossible. Donc, à côté, moi, à la place, j'ai pris le fameux truc qui fait des explosions. Très efficace, hein, du coup. Et ça vous montre même que vous faites plus de dégâts avec ça. Hein. Franchement, c'est assez sympa. Donc vous faites une esquive et boum, elle lâche une sorte de perle hein, magique. Une assez grosse perle d'ailleurs. Et boum, ça explose. Sympa, hein, c'est vraiment sympa. Donc voilà, moi j'ai fait tout l'apothéose avec ça. Donc c'est faisable. C'est assez dur quand même, hein, vous prenez pas mal de dégâts. Mais c'est faisable. Hein. Donc voilà, durée de vie, franchement, pour un beat'em all, ouais, c'est bon, hein, franchement, je pense que c'est vraiment bien. En plus, il y a cet aspect scoring. Franchement, si vous tombez pas dans l'aspect scoring, la durée de vie, elle va être nulle. Hein, elle va être nulle de chez nulle. Ou si vous tombez pas, par exemple, dans le 100% d'avoir tous les équipements, voyez, de ramasser les corbeaux de l'Umbra. C'est des espèces de créatures qui sont un peu partout sur toutes les maps, voyez. Et parfois, il y a un corbeau qui est caché dans une zone un peu inaccessible, vous voyez, ou qui est difficile à attraper, ou parfois pas d'ailleurs, hein, des fois. Et vous devez rusher pour aller l'attraper, en faisant Y ou je sais pas quoi. Et voilà, et vous devez en attraper un certain nombre. Et au bout du compte, quand vous les avez tous, et qu'il y a aussi des défis hein, qui comportent dans les larmes de l'Umbra, parce qu'il y a une partie qui est une partie de défis, et une partie de corbeaux que vous devez ramasser. Hein. Et ce groupement, il y en a 101, et quand vous avez les 101, vous gagnez un objet encore derrière. Voyez, donc tout est récompensé dans ce jeu. Hein, voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Franchement, si vous vous donnez la peine de faire du 100% et de ranker, donc de platiner pur, même si vous êtes motivé, voilà, franchement il y a du lourd. Alors après on pourra juste reprocher qu'au bout d'un moment peut-être vous en aurez un petit peu marre de refaire le jeu. Hein. Ce à quoi je répondrai que là où j'ai pris le plus de plaisir, je vous le dis, hein, c'est très clair, c'est quand j'ai platiné le mode normal. C'est là où j'ai ressenti le plus de kiff. Quand j'ai fait le mode normal et l'apothéose, limite, j'avais déjà fait le jeu 3 fois, donc je l'ai fait encore 2 fois, c'était un peu rébarbatif. Hein, surtout que c'est un peu plus dur, donc du coup vous ramassez pas mal. Je trouve que j'ai moins réussi à mettre ma skill dans ce mode difficile et apothéose. Hein, je m'en suis sorti, j'ai réussi, mais c'est dur quand même. Hein, c'est dur parce qu'ils vont vite, vous vous faites ratonner. Dans le mode apothéose, vous n'avez pas de witch time, donc c'est encore plus dur. Voilà. Mais, alors franchement, ne commencez surtout pas. D'ailleurs, c'est impossible, hein, puisque le mode apothéose se débloque après le mode difficile, qui lui-même se débloque après le mode normal. Hein, donc, vous pouvez pas le faire avant. Mais même, si vous pouviez le faire, ne le faites pas. Hein, parce qu'il faut d'abord avoir encaissé pas mal de skills pour pouvoir se permettre ça. Hein. Voilà, donc durée de vie, je peux vous dire, on va dire que déjà, rien que le ranking, ça vous occupe pas mal. Hein. Vous faites le jeu une première fois sans rank, ensuite vous le rankez, et pour ramasser tous les équipements, tous les larmes d'Umbra, déjà vous avez une durée de vie très satisfaisante. Hein, voilà. Alors au niveau du multijoueur que je n'ai pas testé, je sais qu'il n'y a pas de multijoueur sur le 1, sur le 2 ça existe, alors apparemment vous incarnez un deuxième personnage, et comme ça vous permet de jouer à deux, jamais testé hein, donc je peux pas vous le dire, je note juste que ça existe, c'est sympa. Apparemment dans le 2, parce que j'ai gagné pas mal de cartes, hein, des sortes de cartes de tarot, je sais pas si vous voyez, cartes de tarot, et ces cartes de tarot représentent des ennemis ou des alliés, je sais pas, et ça, sans doute que ça débloque des choses dans le double apothéose. Et donc double apothéose, 2 personnes évidemment, double. Donc voilà. Voilà, j'ai jamais testé, je peux pas vous dire, hein, donc voilà. Au niveau du scénario, on en a déjà parlé, hein, je crois qu'on en a déjà parlé, donc moi personnellement j'ai bien aimé, hein. C'est le peu de scénario qu'il y a, c'est bien mis en forme, il y a de l'émotion un petit peu. C'est pas complexe, hein, c'est sûr. Quoique, comme je vous ai dit, il y a des choses à comprendre dans la symbolique, notamment dans le 1. Dans le 2, il y a un petit peu moins de symbolique, on va dire. Mais le scénario, pour le coup, est limite un petit peu meilleur. Donc en gros, dans le 1, on a un petit peu moins de scénario, mais on a plus de symbolique, selon moi. Hein.
Et dans le 2, on a un peu plus de scénario parce qu'il y a des voyages dans le temps. Je trouve que le truc est bien amené, notamment dans le 2, vous arrivez 500 ans dans le passé à un moment donné. Je trouve que c'est vachement bien trouvé. Vous rencontrez la mère de Bayonetta, le père qui en fait a été ramené. Alors c'est compliqué, hein, mais le père qui à la base est ramené dans le temps présent par l'ennemi du jeu. Et il était 500 ans auparavant. Et ce mec-là, en fait, c'est le boss, vous voyez, du dernier jeu. Mais 500 ans auparavant. Donc il est ramené dans le présent, en fait, donc du passé vers le présent. Donc il est extorqué du passé, finalement. Et ce mec-là, en fait, il vient de perdre Rosa, donc la mère de Bayonetta. Et donc tout le jeu, il cherche à niquer Bayonetta, alors qu'elle y est pour rien, en fait, tout simplement. Et donc du coup on le rencontre à plusieurs reprises, et en fait c'est le père, hein, c'est Balder, donc le père de Bayonetta, qui s'avère être le boss final du 1. Le boss final qui au final on le prenait pour un taré, mais en fait on apprend à la fin du jeu de Bayonetta 2 qu'il avait incorporé le mal du monde, hein, donc de Aesir, et du coup il a dû progressivement tomber dans la folie, etc. durant 500 ans, puisqu'ensuite, une fois qu'il a absorbé ce mal, il retourne dans son époque, hein, donc 500 ans auparavant, et ça donne ce qui sera Bayonetta 1, hein, à la fin de Bayonetta 1, tout simplement. Enfin voilà. Hein. Donc ça, c'était pour le... Tout ça pour dire qu'en gros, il y a peut-être moins de symbolique, mais il y a plus de scénarios dans le 2. J'ai trouvé, personnellement. Hein. Donc voilà. Mais les deux restent à peu près équivalents. Je veux dire, c'est pas des grosses différences. Hein, voilà. Il y a de petites différences sur le côté un petit peu symbolique et scénaristique. Et enfin, on va parler de la difficulté. Alors, la difficulté, ce jeu n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à m'en sortir, mais sans doute que je fais partie de la moyenne plus. Parce que je me dis, un mec qui commencerait Bayonetta 1 avec le mode normal, si c'est un casual, il laisse tout de suite tomber. Il se fait démonter. Hein, franchement, il se fait démonter. Rien que la première fois que j'ai fait le jeu, le combat contre Jeanne, le nombre de vies que j'ai perdu. Je me dis, un casual qui fait ce jeu, il se fait ratonner. Hein, mais je vous le dis, là, on a une difficulté qui est très exigeante. Très exigeante. Ne plaisantez pas. Hein, je rappelle le coup du fait de commencer avec le mode facile, parce que là, voilà, hein, c'est très complicado. Très. Donc, voilà. Hein, je pense que j'ai à peu près situé le truc. Bayonetta 2, c'était une commande un petit peu de Nintendo. Ils ont baissé la difficulté. Le jeu est un petit peu moins dur. Cela étant, même le 2, au bout d'un moment, il gagne un petit peu en difficulté. C'est pas énorme, mais quand même. Donc, mais c'est surtout le 1. Franchement, le 1, ne le faites pas en mode normal. Le 1, ne le faites pas en mode... Le mode normal, c'est le mode difficile, les gens. Le mode normal, c'est le mode difficile. Et le mode difficile, c'est un truc très compliqué pour pas mourir. Hein, voilà. Encore que vous avez le Witch Time, et comme vous avez gagné de la skill, c'est presque... Voilà, mais sachant quand même que dans le 1, ils ont fait les bâtards de chez Bâtard, ils ont mis des ennemis que normalement vous avez à la fin du jeu au début. Et ensuite, ça redémarre une sorte de progression de difficulté. C'est-à-dire que des ennemis au milieu du jeu, vous commencez déjà à avoir des ennemis genre qui craignent pas le Witch Time en difficile. Hein, parce qu'après en apothéose, de toute façon, personne ne va subir le Witch Time. Hein, mais voilà. Au milieu du mode difficile, vous avez déjà des ennemis, et voilà. Ils sont tous comme ça. Vous avez, à un moment donné, j'ai halluciné, vous avez 3 Gracious Inglorious. Là, je crois que c'est le pompon. Hein. Donc ça, c'est les ennemis extrêmement virulents qui vous griffent comme ça. Enfin, c'est des ennemis, ceux-là, ils sont insane. Hein. Quoique, franchement, ce qui est ironique avec les Grace Inglorious, c'est que la première fois que vous rencontrez la première version, donc la première fois que vous faites le jeu, vous dites, la première version, elle est complètement insane, elle me démonte. Ok. Mais ce qui est drôle, c'est que quand vous êtes en mode difficile, en fait, vous trouvez les Grace Inglorious extrêmement simples, parce que vous aviez le Witch Time. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont extrêmement simples, voyez, parce que vous avez appris avec le skill à les esquiver. Et du coup, quand vous avez leur version Gracious and Glorious, hein, donc c'est Grace attendez, Grace and... je me trompe avec les noms. En gros, c'est la version, si vous voulez, il y a une première version
de ces deux. Elles sont toujours deux unités, elles vont par deux. Hein. Donc en plus, ils sont deux. Vous avez la première version avec le Witch Time. Donc vous pouvez esquiver, vous savez, hein, le ralentissement du temps. Et vous avez une seconde version où ça ne marche pas. Ce sont leurs versions dorées. Hein, voilà. Donc c'est les Gracious and Glorious. Et la première, voilà, c'est le Grace and Glory. Voilà, j'ai retrouvé. Et les Gracious and Glorious, putain. À un moment donné, en mode difficile, je plaisante pas, ils vous en mettent 3. Ils vous en mettent 3. Je crois que là, j'ai utilisé sucette rouge, sucette bleu, vert, toutes les couleurs, parce que je me suis fait démonter, hein, vraiment. Je me suis fait démonter, ils ont presque un peu trop abusé, et au milieu du jeu, sans pression, hein, dans le plus grand des calmes, ils vous mettent 3 Gracious and Glorious. Le mode difficile, voilà, accrochez-vous, hein, accrochez-vous, c'est balèze. Et alors le mode apothéose, c'est pareil que le mode difficile, mais sans le Witch Time pour toutes les créatures. Et j'ai envie de vous dire, j'ai été pas trop choqué finalement, parce que quand vous venez de faire le mode difficile, vous vous dites, de toute façon, il y a eu une majorité de Gracious and Glorious qui n'avaient pas le Witch Time, donc vous êtes déjà un peu dans le bain, vous voyez, de la purge que ça va être, hein, donc voilà. Enfin voilà, hein, je crois que j'ai fait un petit tour, on va s'arrêter là, parce que je vois que c'est 27, hein, j'ai dépassé déjà un peu le cap, donc je vais entamer ma conclusion. Donc en gros, Bayonetta 1 et 2, parce que finalement, je vais vous dire, quand vous regardez bien, la façon de faire le jeu est exactement la même. Vous avez notre ami qui nous vend des armes, le démon, exactement avec les mêmes options, il y a quasiment les mêmes objets, non mais sans déconner, hein, notamment tous les équipements que je vous ai présentés en partie, je les ai pas tous faits, hein, voilà. Il en manque encore, mais voilà. C'est quasiment tous les mêmes. Alors cela dit, dans Bayonetta 2, ils en rajoutent d'autres. Mais ça veut dire que, limite, ça m'a pas dérangé parce qu'il y a un prestige autour de ces objets, vous voyez. C'est vraiment comme si, tac, vous avez cet objet-là, il est gravé dans le marbre et... Vous voyez, ils n'ont pas besoin de faire 10 millions d'objets et d'en faire de nouveaux pour que ça soit toujours aussi efficace comme manière de jouer. C'est là où, du coup, le manque de nouveauté... Du coup, il n'y a pas de manque de nouveauté, hein, parce que c'est Bayonetta 2 en rajoute. Mais pour vous dire que ceux qui n'ont pas changé, c'est pas grave, parce qu'ils sont vraiment, comment dirais-je, le gameplay est aux petits oignons quand même. Vous voyez, donc vous prenez vos papillons de poulet, vous voyez, et c'est une instance, vous voyez, vous voyez pas prendre autre chose. Donc finalement, que dans le 2, ça revienne, et quasiment les premiers objets, c'est tous les mêmes. Hein, c'est tous les mêmes. Le retour du bracelet du temps, etc. Enfin, vraiment, il y a une grosse partie qui est la même chose. Mais c'est pour marquer ce côté arcade, ce côté on ne perd pas nos repères, dans la précision chirurgicale. Vous voyez, il y a ce côté-là, donc du coup, ça ne me dérange pas. Parce que c'est vrai que vous avez des jeux, il y a tellement rien à côté que si vous ne changez pas tous les objets pour faire office de nouveauté, ça va pas le faire. Là, c'est pas le cas. Ça, c'est tellement efficace comme façon de jouer que c'est pas trop dérangeant. Donc tout ça pour dire que le 1 et le 2, c'est très similaire hein, comme façon de jouer. C'est avec des versets à chaque fois, c'est avec notre ami, donc le vendeur, qui vous vend des armes et des éléments d'équipement. Hein. Alors dans le 2, vous avez la petite variante que vous pouvez incarner Jeanne. Alors dans le 1 aussi, vous pouvez le faire. D'ailleurs, je l'ai débloqué, hein, sans pression et sans tricher dans le 1. Hein, j'ai débloqué Jeanne. Donc en platinant, je crois que c'est en platinant, hein, c'est en platinant du normal ou plus, hein, il me semble bien que c'est ça. Donc j'ai débloqué Jeanne, mais c'est pas pareil, parce que dans le 1, si vous voulez, elle est pas totalement... elle a des façons de faire différentes, hein, comme dans le 2, mais elle n'est pas vraiment intégrée. Alors que dans le 2, il y a vraiment une intégration de Jeanne et puis de Rosa aussi, hein, qu'on débloque avec le mode difficile. Hein. Alors Rosa, j'adore, hein, parce que c'est vraiment mon personnage préféré. Elle fait 3 fois plus de dégâts, mais elle prend 3 fois plus de dégâts elle aussi. Donc c'est kiff Borico, donc si vous savez bien jouer, ça peut le faire. Moi j'ai bien aimé, parce qu'avec mes papillons de poulet, du coup ça compense. Et voyez, Rosa très intéressante, moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup ça vous permet comme ça de détruire l'adversaire plus vite. Alors attention par contre, Rosa, vous ne pouvez pas lui mettre des équipements personnalisés. Hein. Elle peut pas, hein, c'est sa caractéristique. Voilà. Donc Jeanne et Bayonetta oui, mais pas elle. Enfin voilà, hein, je crois que j'ai fait un peu le tour, donc il y a quand même des différences, mais c'est que des adjonctions, vous voyez, ils n'ont pas cassé le gameplay et l'essence, voilà, même plus l'essence qu'il y avait dans Bayonetta 1, et ça, respect. Parce qu'avec la commande de Nintendo, on aurait pu craindre ça. Hein. Donc voilà.
Donc voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux Bayonetta qui sont un petit peu sur une sorte de même gamme parce que l'essence est préservée. On ressent cette essence dans les deux jeux, une continuité réelle. Hein. C'est pas un remake qui a été fait 10 ans plus tard et que ça n'a rien à voir. Non, vous voyez, vous sentez quand même la continuité de ces deux jeux. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais pas si c'est parce que je fais rarement des beat'em all ou quoi, mais j'ai surkiffé. J'ai surkiffé notamment platiner le jeu. Je crois que c'est ça qui m'a apporté le plus de plaisir, parce que vous devez faire gaffe. J'ai bien aimé. Alors, je vais mettre une note, qui est une note de... Pour l'exercice rendu, donc quand même dans le cadre d'un beat'em all, je vais mettre, donc à Bayonetta 1, je vais mettre 17 sur 20, et Bayonetta 2, 18 sur 20. Je considère que Bayonetta 2, il règle les quelques problèmes de caméra. Il est un peu plus simple parce qu'il ne faut pas harceler non plus nos pauvres casuals. Il faut quand même leur laisser un peu, voilà, un peu plus simple. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on puisse, vous voyez, switcher sur Jeanne, Rosa. C'est des petits éléments en plus. Ça vaut pas énormément de points, mais vous voyez, il a été amélioré sur tous les aspects. Un point de plus. C'est plutôt cool. Vous pouvez débloquer plein de trucs, notamment chez le revendeur. Vous pouvez redébloquer plein de skins. Même les éléments que vous avez bien aimés dans le 1. À un moment donné, vous avez un super miroir qui vous permet de débloquer les armes du 1. Enfin, ça fait le café dans le 2, j'ai envie de vous dire. Ça mérite bien le petit point supplémentaire. Voilà, 18 sur 20. Moi, j'ai surkiffé. J'ai pris une claque. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit beat'em all, voilà, vite fait, qui allait m'amuser 2 secondes. Et non, en fait, j'ai trouvé bien plus que ça. Je suis assez étonné. Et tout m'a contenté à peu près dans ce jeu. Il n'y a rien vraiment qui m'a gêné, sauf, voilà, peut-être un petit peu les problèmes de caméra. Parfois, c'est un petit peu la purge dans les combats. Bon, mais ça, c'est aussi un peu la skill. Il y a des manières de faire. Voilà, d'esquiver au bon moment. Ça, moi, j'ai vu quand même une différence entre le départ et à la fin de ma skill. Des choses qui, au début, je m'en prenais plein la gueule. J'avais jusqu'à 4 morts. Vous voyez, j'avais jusqu'à 4 morts. 4 morts par partie dans les premières fois que je jouais. À la fin, je platine le mode normal. Sans mourir une seule fois, évidemment. Sinon, ça vous nique votre score. Voilà. Donc, il y a vraiment... C'est là où vous voyez que le jeu est génial de ce point de vue-là. C'est que si vous êtes un gamer qui a envie un petit peu d'insister, le jeu vous permet de progresser. Vraiment. Vraiment. Par contre, évidemment, je mets un petit bémol. Le 1 notamment n'est pas à la portée de tous. Ça me rappelle un petit peu F0 GX avec l'éditeur Sega, etc. Parce que là, ils aiment bien la difficulté chez Sega. J'ai l'impression, c'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Mais en attendant, moi, j'ai surkiffé. Je peux pas mettre en dessous de 16 ou ce genre de notes. C'est impossible. Donc c'est pour ça que quand je vois les notes, je me disais, mais attends, ils ont mis 19, 18 sur 20, c'est quoi, what the fuck sur jeuxvideo.com? Et non, ils ont raison, parce que c'est vraiment de très très bons jeux. Moi, j'ai surkiffé. Voilà. Fin de la review, donc j'espère que vous avez apprécié. Petite review des grandes vacances. En tout cas, on se donne rendez-vous évidemment pour KOTOR 2, pour ceux qui suivent le petit let's play, et puis pour la fin de Fire Emblem, puisque ça arrive à grands pas pour Season no Kefu. Et moi, je vous dis à plus.